Nous sommes très heureux effectivement d'accueillir maintenant Gauthier Poupeau, dont l'intervention va certainement illustrer la présentation générale des lacs de données qui vient d'être faite par Anne Laurent. Donc avant de lui laisser la parole, je vais le présenter rapidement, mais il faut s'astreindre à l'art de la synthèse pour présenter Gauthier Poupeau, puisque son parcours qui s'étend sur presque une vingtaine d'années l'a emmené de l'édition électronique à la gouvernance des données, justement à l'ère du big data et de l'intelligence artificielle. Donc Gauthier est médiéviste, titulaire d'un DEA en sciences de l'information de l'ENSIB. Et il a commencé par gérer le site web et les éditions électroniques de l'École nationale des chartes. Dès 2005, il a ouvert un blog qu'il continue d'alimenter, Les Petites Cases. Il s'est orienté alors vers la gestion et la conservation de l'information numérique. Et il a exercé comme consultant chez Unilog Management, puis chez Atos Origine, avant de rejoindre la société Antidote comme consultant moteur de recherche et évangéliste web sémantique, dont il est un véritable expert. Il s'intéresse alors au traitement des données structurées et semi-structurées et assure de nombreuses interventions et formations autour du web sémantique. Et il a publié notamment en 2014 avec Emmanuel Bermès et Antoine Isaac un ouvrage intitulé Le web sémantique en bibliothèque. Aujourd'hui, Gauthier Poupeau est architecte de données à l'Institut national de l'audiovisuel depuis 6 ans, je crois. Il est également chargé de cours au sein du master technologie numérique appliquée à l'histoire de l'École nationale des chartes et au sein du master INASUP de l'INA. J'espère avoir été assez synthétique. Et maintenant, Gauthier, je te cède la parole pour ton intervention. Et je t'en remercie vivement. Merci à vous pour cette invitation. Merci donc, comme je disais, à Anne-Laurent pour cette présentation qui va pouvoir faire le pendant de manière théorique. Et je vais essayer de mettre en pratique tout ce qu'a dit Anne et que je partage complètement. Et essayer d'expliquer finalement, pas simplement le lac de données, mais ce qu'il représente en fait au sein de notre organisation et en quoi il est juste un élément d'une stratégie plus vaste qui était de mettre la donnée au cœur de notre organisation et de pouvoir déployer une gouvernance de données. On reviendra sur cette question-là. Mais avant de commencer, je voudrais faire quelques constats généraux qui sont essentiellement liés à notre domaine. Alors, en général, je vais pas uniquement parler des archives, mais d'une manière générale dans le patrimoine. Et d'abord, revenir sur un point essentiel qui est celui que nous vivons tous dans nos institutions, qui est une démultiplication absolument extraordinaire du nombre de données à gérer. Avec un exemple, alors je vais revenir sur cet exemple parce qu'il a un petit historique, mais c'est vrai que la première question qu'on s'est posée quand on a informatisé les institutions patrimoniales et culturelles, c'est d'abord et avant tout d'informatiser nos catalogues, nos données de signalement, nos inventaires. Choisissez le mot qui convient le mieux par rapport à votre situation, avec la question essentielle qui était de retrouver le support au sein de la collection à travers des données de signalement et des métadonnées descriptives. Ça, c'est la première question. Et puis, on a commencé à numériser. Pardon, on a commencé à numériser. Et là est apparu tout un ensemble de questions qui ont trait à la gestion de cette numérisation, à la mise en correspondance de cette numérisation entre les supports physiques, les supports numériques, à la question de la maîtrise du résultat de cette numérisation et globalement à la question de la conservation du document numérique. Et cette slide en l'état était une des slides de présentation du projet SPAR à la BNF que j'avais fait à l'époque, donc il y a plus de 10 ans, donc le projet SPAR qui avait vocation à déployer le modèle OAIS à la BNF. On voit qu'il y a déjà un grand nombre de questions qu'on se posait il y a 10 ans et qu'il fallait mettre en cohérence pour assurer la conservation sur le très long terme des documents numérisés et puis au fur et à mesure des documents nativement numériques. Et ça, c'est aussi le grand changement de ces dernières années. Si on en était arrêté là, on savait à peu près faire les choses. Et puis, au fur et à mesure, s'est ajouté ces dernières années un ensemble d'autres questions. Les premières, c'est toutes les données autour des usages
qui, quand, comment on a consulté ce livre avec la montée en puissance des acteurs privés, que ce soit d'abord Amazon, puis maintenant Netflix, qui a mis en place des algorithmes et l'ensemble finalement de leur navigation et de leur mécanisme de fonctionnement autour de cette question des données d'usage. Et donc forcément, c'est une question qui se pose au sein de nos organisations. Et puis aujourd'hui se posent encore d'autres questions. Quel est le contenu de ce livre? Et ça, c'est aussi le grand changement de ces dernières années. On ne se contente plus de savoir ce qu'il y a, ce dont parle le document dans sa globalité, mais on va s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur du document et donc à rendre ce qu'il y a à l'intérieur du document exploitable, traitable, analysable, recherchable. Et donc, toutes ces questions-là vont être au cœur de notre réflexion. Et puis ensuite, il a fallu qu'on valorise notre collection numérique en ligne à travers des sites web, à travers des portails, à travers les réseaux sociaux. Donc, comment valoriser ce livre et quelles sont les données éditoriales qui nous permettent d'éditorialiser ce livre, cet élément de notre collection au sein de l'ensemble de la collection, auprès du public, chercheurs, citoyens, grand public, peu importe lequel il est. Évidemment, quand on va mettre des informations sur les réseaux sociaux, il va y avoir une réaction des utilisateurs. Et donc ça aussi, cette question-là est essentielle pour avoir du feedback, comprendre comment réagit l'utilisateur par rapport à une mise en avant, par rapport à une éditorialisation, pour mieux gérer cette éditorialisation et gouverner finalement, au sens large du terme, hein, piloter la question de la valorisation. Et puis, dernière question, qu'est-ce qu'on dit de ce livre? Qu'est-ce qu'on dit de ces éléments ailleurs? Qu'est-ce qu'on dit de son auteur ailleurs? Qu'est-ce qu'on dit de ces éléments quels sont les éléments dans d'autres collections qui peuvent être liés, et en particulier sur Wikipédia et Wikidata, et comment on peut rendre toutes ces données interopérables? On voit bien ici que finalement, l'enjeu, c'est la démultiplication de données qui sont très hétérogènes, qui vont de données de signalement et descriptives à des données techniques jusqu'à des données d'usage ou des données éditorialisées. Et c'est bien toutes ces dimensions de données qu'il va falloir prendre en compte quand on va réfléchir à comment remettre en cohérence tout ça. L'autre facteur et l'autre constat qu'on peut faire, c'est que, et j'ai déjà commencé à en parler, avec la numérisation et avec au fur et à mesure l'arrivée de documents nativement numériques, on va avoir une transformation au fur et à mesure, à la fois dans le vocabulaire, mais aussi dans la pratique. C'est vrai qu'au départ, quand on a numérisé uniquement la description, c'était le document support qui était vu dans sa globalité à travers cette notion de notice informatique issue de la fiche cartonnée de nos bibliothèques ou de nos inventaires. Et puis, au fur et à mesure, le document est numérisé, il devient nativement numérique. Le moteur de recherche permet d'accéder au contenu du document à tel point qu'on pense même que le catalogue est fini, que les référentiels ne servent plus à rien, que tout ça est dépassé, qu'on a réglé la problématique de la recherche d'informations. Évidemment, ce n'est pas aussi simple, hein, mais on voit bien qu'il y a une modification dans l'appréhension des choses parce que le document lui-même est numérique, parce que le document lui-même est recherchable et que du coup, le contenu lui-même devient la donnée de signalement. En fait, aujourd'hui, on en arrive à un point où on voit bien que la frontière entre d'un côté la notice / les métadonnées, c'est-à-dire la description du document, et le document lui-même devient de plus en plus poreux parce qu'en fait, le document est un ensemble de données exploitables. Et donc, finalement, aujourd'hui, on en arrive à un point où tout est donné, aussi bien la métadonnée que le document initial, d'une part, et d'autre part, on voit bien que aussi bien la métadonnée que la donnée deviennent l'un et l'autre des données de signalement ou des données sources, puisque aujourd'hui on utilise clairement nos catalogues pour faire de l'analyse et de la recherche. Au sein de l'INA, on produit régulièrement INASTAT à partir des données de nos catalogues
et on va encore continuer à travailler dans cette voie. Et puis, on a vu aussi un certain nombre de recherches qui ont pu être menées à partir de data.bnf.fr sur les mouvements éditoriaux dans l'histoire et sur les changements et l'analyse statistique des changements éditoriaux à l'intérieur de l'histoire. Donc, on voit bien que la frontière qui existait au tout début de cette période de l'informatisation de nos pratiques, aujourd'hui, eh bien, elle est très poreuse. Parallèlement à des choses qui sont très spécifiques à notre monde, on voit, et la démonstration d'Anne l'a renforcé, même si comme elle l'a expliqué, ce n'est pas quelque chose qui est apparu du jour au lendemain, comme on peut parfois le croire ou le faire croire. On voit aujourd'hui que la donnée, elle est au centre de l'attention, et ça, c'est quand même un changement majeur dans l'informatique et dans la manière de penser les choses. La base de l'informatique, c'est d'abord et avant tout de penser le processus et de mettre en informatique et en algorithmique le processus. Et on voit que au fur et à mesure, par différentes prises de conscience, par la montée, par les évolutions technologiques, par l'appropriation aussi du numérique, on voit bien que on a la donnée qui est au cœur et au centre de l'attention, aussi bien à travers ce qu'on a appelé le big data, qui est globalement comment on peut traiter et stocker les données en masse, même si c'était des choses qu'on savait déjà faire dans les banques et qu'on avait déjà vu. C'est vrai que au milieu des années 2000, les coûts pour atteindre les montées en charge sur des gros volumes de données ont largement baissé, avec des modes de scalabilité et des modes de montée en charge qui ont évolué. Le data mining, évidemment, parce que à partir du moment où on a pu traiter de la donnée en masse, à partir du moment où on avait de la donnée en masse, eh bien, on a pu expérimenter tous ces algos qui existaient finalement déjà et qui ne demandaient que de la donnée numérique pour pouvoir donner leur plein potentiel. L'open data, ce mouvement qui permet de rendre accessibles les données, donc de démultiplier les deux premiers éléments. Et puis enfin, le link data, avec toute cette question de comment je peux rendre interopérables mes données, aussi bien en interne qu'en externe, comment je peux créer du lien entre ces différentes données à travers les réseaux et à travers les organisations. Et pourtant, en fait, la plupart de nos SI, et Anne-Laurent a montré ce plat de spaghettis absolument dingue, qui est en fait le cas pour tous les systèmes d'information, quels qu'ils soient. Dans nos SI, les données, elles restent enfermées, redondées, dans des silos applicatifs. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, les données ont été pensées en fonction des usages, pour répondre à un besoin. D'abord et avant tout, vous avez le besoin, le processus métier, et la donnée est là pour répondre à ce besoin. Et non en fonction de la logique de la donnée. Ce qui fait qu'on a enfermé les données, on les a mis dans des silos applicatifs, et puis après, on a essayé de faire du lien entre toutes ces données, et on en est arrivé à ce plat de spaghettis que montrait Anne tout à l'heure. On a une absence totale de cohérence technique, on a une absence totale de cohérence sémantique entre les silos, même si on parle de la même donnée, elle n'est pas structurée de la même manière. Et finalement, la grande problématique va être là, la donnée est au cœur de nos attentions, mais tous nos SI sont pensés par rapport aux usages et absolument pas par rapport aux données. Comment réussir à remettre la donnée au cœur du système, au cœur de l'attention, alors que nos SI n'ont pas du tout été pensés, nos systèmes d'information n'ont pas du tout été pensés comme ça. Et forcément les attentes autour des systèmes d'information, alors j'ai appelé ça un système d'information documentaire, mais on pourrait remettre système d'information archivistique, système d'information intégré de gestion de bibliothèque, peu importe, mais en fait les problématiques sont les mêmes, quelles que soient nos institutions et d'où on vient. Aujourd'hui, les attentes, elles sont multiples. Alors, je les ai ici listées, je vais pas les rappeler, mais globalement, bien sûr que nos systèmes d'information permettent l'accès à nos collections, mais on attend tellement beaucoup d'autres choses aujourd'hui de nos systèmes d'information. Assurer la maîtrise sur le long terme de l'ensemble de la collection, pérenniser, faire en sorte qu'on puisse mettre en relation nos collections avec les collections des autres institutions, permettre l'analyse et l'exploitation des données en masse,
replacer la collection dans l'ensemble des données de l'organisation, assurer la cohérence et la fluidité des données entre les métadonnées issues des données de signalement et puis les données qui sont exploitables à l'intérieur de nos documents ou qui sont nativement numériques et qui sont là. On voit bien que les enjeux, ils sont absolument gigantesques et les attentes énormes par rapport à nos systèmes d'information documentaire qui ont été pensés à la base uniquement pour permettre d'accéder à la collection. Nos catalogues ont été pensés pour accéder à la collection et finalement, on en arrive à un point où, excusez-moi, mais en tant qu'architecte des systèmes d'information documentaire, on a effectivement la tête qui explose pour essayer de savoir comment on peut réussir à gérer cette équation entre d'un côté des systèmes d'information qui ont été pensés par rapport aux usages, alors même qu'aujourd'hui, on est dans un écosystème où la donnée est au centre, de l'autre, forcément, des attentes des utilisateurs qui sont de plus en plus importantes et les utilisateurs aussi bien en interne qu'en externe avec nos usagers qui vont pouvoir utiliser cette collection et en plus avec une question complémentaire qui est essentielle, c'est qu'aujourd'hui, qu'attendent les usagers? Est-ce qu'ils attendent des documents qui permettent de répondre à leurs questions ou est-ce qu'ils attendent la réponse à leurs questions? Peu à peu, avec le knowledge graph de Google, avec les systèmes audio, les types Alexa, Google Home et autres, on voit bien que ce qu'on attend, c'est la réponse à une question. En tout cas, les utilisateurs, de plus en plus, posent une question. Donc ça, c'était quelques constats généraux que je voulais faire. Et c'est vrai que du coup, on voit bien que on a devant nous des enjeux fondamentaux de transformation globale de nos systèmes d'information et de repenser les choses par rapport à la donnée. Alors, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est comment on a essayé à l'INA de penser ces différents constats, d'essayer de réaliser ce qu'on a pu réaliser par rapport à différents objectifs qu'on a pu avoir pour répondre à ces attentes dans ce monde où la donnée est au cœur de l'attention. Globalement, on a dressé exactement le même constat en 2014, au moment où on a commencé le projet. On avait des données qui étaient éparpillées entre différents systèmes, le système d'information documentaire des archives, le système d'information documentaire du dépôt légal, le système d'information juridique, le système d'information commerciale. Je vous passe les détails. Ça représente en tout plus d'une vingtaine de bases de données avec des technologies différentes, différents moteurs de recherche, avec des états de dette technique différents en fonction du moment où ces différents systèmes ont pu se créer. Par ailleurs, on avait un grand défi face à nous parce que on avait une transformation du système d'information à opérer par rapport à une transformation de l'organisation qui avait été faite quelques années auparavant, puisque le dépôt légal, donc, qui a donc la charge de du dépôt légal de la radio, de la télévision et du web média depuis 1995, qui constituait une direction, était séparé d'une autre direction qui était les archives, c'est-à-dire toute la collection sur lesquelles on a des droits d'exploitation et qui est issue aussi de la collection de l'ORTF et de l'audiovisuel public. C'était deux systèmes séparés, il fallait les remettre ensemble de la même manière que les deux organisations avaient au fur et à mesure fusionné au niveau organisationnel. Comment penser cette transformation? Comment accompagner cette transformation au mieux pour que le système d'information ne soit pas simplement une ressassée, même au sein d'un seul système, des deux façons de voir les choses, mais bien quelque chose d'intégré pour que la transformation opérationnelle puisse se faire. Et puis, évidemment, toutes ces nouvelles technologies qu'il fallait intégrer, que ce soit du big data, on voyait bien que le text et data mining montaient en puissance et qu'il allait falloir à un moment ou à un autre intégrer toutes ces données avec la masse de données qui allait être générée à partir de ces systèmes.
Donc, la question, et c'est assez rare en fait, il faut être honnête, on a eu pratiquement page blanche et capacité à ce moment-là de pouvoir refondre globalement notre système d'information à zéro. Alors bien sûr, ça se passe. On savait dès ce moment-là que ça ne se ferait pas simplement et en 2 ou 3 ans, mais bien sur beaucoup plus d'années. La question principale a été de savoir comment on positionnait la donnée par rapport au processus métier et comment on allait faire finalement cet équilibre entre les deux, ce dont parlait Anne-Laurent, entre d'un côté les processus métiers, de l'autre la donnée. Est-ce que c'était l'un qui était plus avantagé que l'autre? Alors, ce n'est pas aussi simple, même si on a placé la donnée au cœur de notre réflexion et au cœur de notre système, évidemment, ce n'est pas aussi simple, et les deux doivent se rencontrer. Alors, quels étaient les objectifs? L'objectif, il est très clair. Reprendre la maîtrise de nos données, aussi bien au niveau métier qu'au niveau technique. Et la placer au cœur de notre système d'information, au cœur de nos usages, au cœur de notre organisation, finalement. Et donc ça se traduit comment? Ça se traduit d'abord par une mise en cohérence des différents ensembles de données. Alors là aussi, ce n'est pas aussi clair. Comme l'a dit tout à l'heure Anne, on n'a pas d'un côté des données hyper structurées, tout va bien, puis de l'autre, un ensemble de données qu'on stocke et on verra plus tard ce qu'on en fera. En fait, c'est bien les deux ensemble avec une cohérence d'ensemble. On va voir tout à l'heure qu'on n'est pas parti sur cette idée de je prends toutes les données dans les systèmes sources, je les mets dans un entrepôt, puis je verrai bien plus tard ce que je fais avec, parce qu'on avait extrêmement peur de perdre la maîtrise de la structuration des données, et ça aurait été bête parce que nos données sont très structurées. Donc, il a fallu qu'on réfléchisse à une nouvelle manière de penser la cohérence entre toutes ces données, aussi bien des données documentaires, des données juridiques, des données commerciales, et de penser cette cohérence aussi entre différentes façons de voir les choses, entre d'un côté le dépôt légal et de l'autre côté ce qu'on appelle les archives professionnelles, qui avaient deux manières de penser les choses. Au niveau technique aussi, il fallait qu'on puisse assurer une exploitation, une supervision, puis une évolution des systèmes de traitement et de stockage des données, c'est-à-dire éviter le plat de spaghetti, revoir ce plat de spaghetti, remettre de l'ordre dans le plat de spaghetti pour assurer une meilleure exploitation et une meilleure supervision de ces différents systèmes. Du coup, en termes d'architecture du système d'information, ce qu'on a essayé de faire, et aussi bien au niveau technique qu'au niveau logique, c'est de séparer systématiquement la donnée des usages, d'avoir d'un côté la donnée organisée logiquement par rapport à ses principes. Une émission de télé, ça reste une émission de télé, hein. Il n'y a pas 50 milliards de façons de penser l'émission de télé. Et de séparer ça de tous les services métiers. Et donc, l'analogie qu'on peut faire systématiquement, c'est que habituellement, vous voyez des systèmes d'information de manière verticale, les unes à côté des autres, chaque silo répondant à un usage. Nous, on a essayé de le mettre de manière horizontale avec des couches, la couche de données, la couche de services métiers, la couche d'interface, et d'essayer d'organiser l'ensemble de notre système d'information autour de ces différentes notions. Et tout ça ne suffit pas, bien sûr, s'il n'y a pas une connaissance partagée de la donnée. Et ça a été un point essentiel, et c'est aujourd'hui l'essentiel de notre travail, c'est de pouvoir partager une connaissance commune de la donnée entre les gens qui s'occupent de la collection, donc ce qu'on appelle la direction des collections, les juristes au sein de la direction juridique, et les gens qui la valorisent, cette collection, au sein de la direction de l'innovation et de la diffusion. À chaque fois, il y avait forcément des discussions autour de la donnée, parce que les uns et les autres avaient leurs propres objectifs. Et chacun travaillait dans son silo. Donc forcément, quand on passait les données dans le silo d'à côté, ça collait pas. Et puis, il n'était pas rare d'entendre « Oui, non, mais enfin, les données de la direction des collections, elles ne nous servent à rien, elles sont pourries. » Et puis, voilà. En fait, ce n'est pas aussi simple, évidemment, les choses. Mais ça signifie qu'il faut avoir une connaissance partagée de la donnée et de pouvoir déployer un pilotage global. Alors, les différents acteurs de la transformation. Au fur et à mesure, on a essayé de finalement se transformer en des professionnels de la donnée avec chacun sa place, chacun ses différents éléments.
avec évidemment des métiers qui apparaissent ou des métiers qui se transforment au fur et à mesure. J'ai essayé de faire une analogie ici avec un balai pour rendre les choses un petit peu plus claires, mais de l'architecte de données qui va essayer d'organiser aussi bien logiquement les données, la structure, la modélisation des données avec le métier, que techniquement les différents systèmes qui permettent de traiter et stocker la donnée. Le data scientist qui va utiliser la donnée pour pouvoir créer des algorithmes de traitement de données ou des mécanismes d'exploitation statistique de la donnée, par exemple. L'ingénieur de la donnée qui va essayer de mettre en place toutes ces chaînes de traitement. La dernière slide d'Anne tout à l'heure montrait les différents systèmes pour alimenter ce lac. Eh bien, ça, c'est le travail de l'ingénieur de la donnée qui, lui, va essayer de mettre en musique toutes ces données, les rendre cohérentes techniquement et les rendre accessibles. Et puis, un point essentiel, les professionnels de l'information, finalement, qui deviennent au fur et à mesure l'analyste de la donnée, qui vont travailler autour de la qualité, autour de la transformation, qui vont nous accompagner, évidemment, et qui vont être ceux qui vont mettre à disposition les choses. Et puis, enfin, le Data Ops, ce qu'on appelait avant le DBA, hein, l'administrateur des bases de données, qui aujourd'hui administre différents types de bases de données, des moteurs de recherche, on va le voir, qui doit lui aussi de plus en plus aller vers le métier. Alors ça, c'est un point fondamental. On voit que le métier va vers la technique et les informaticiens vont vers le métier au fur et à mesure dans un rapprochement progressif. Alors, qu'est-ce qu'on a réalisé? Et je vais essayer d'aller vite pour laisser du temps aux questions. La première chose, c'est que on a recréé à zéro un nouveau modèle conceptuel de données qui partait du principe qu'on avait un ensemble de données qu'on a essayé de cartographier. On a essayé de co-construire ce nouveau modèle de données. Alors, ça a pris du temps. Je rejoins Anne quand elle parlait de tunnel. Effectivement, là, il y a eu un petit effet tunnel sur notre projet. Parce que c'est un point essentiel de pouvoir maîtriser la donnée autour d'un schéma commun. Alors, c'est un modèle de données, je vais pas avoir le temps de rentrer dans les détails de ce modèle, mais il est inspiré de toute la réflexion qui avait eu lieu ces 20 dernières années autour de la modélisation des données patrimoniales, aussi bien autour des modèles FRBR, LRM côté bibliothèque, que des modèles SIDOC CRM du côté des musées. Alors, Rick n'était pas encore là, donc on n'a pas utilisé Rick du tout. Mais donc, on a créé ce nouveau modèle et aujourd'hui, ce nouveau modèle permet de stocker toutes les données, aussi bien radio, télé, documentation écrite, web, photo, et de respecter la richesse de chacune de ces données et les spécificités de chacune de ces données dans un modèle conceptuel commun. L'infrastructure elle-même, maintenant, le lac de données lui-même, en fait, il me fallait tout ça pour en arriver là. L'idée, c'est d'avoir une architecture hybride par rapport à celle que montrait Anne tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans le lac de données au sens on déverse des données à l'intérieur sans changer la structure de données, et on n'est pas non plus dans le data warehouse complet où on transforme toutes les données dans un seul modèle pour pouvoir les exploiter. On est dans quelque chose d'hybride, et pour faire quelque chose d'hybride, il a fallu qu'on déploie tous les types de bases de données qu'on avait à notre disposition pour répondre à tous les besoins. En réalité, aujourd'hui, il n'y a pas de panacée. Vous ne résolvez pas tous vos problèmes avec du graph, vous ne résolvez pas tous vos problèmes avec le relationnel, vous ne résolvez pas tous vos problèmes avec le moteur de recherche, et encore moins avec des bases de données documents. En fait, il faut avoir toutes ces bases de données dans le sein de notre système pour réussir à répondre aux différents types de données, aux différentes manières d'interagir avec ces données et aux différents attendus en termes de performance par rapport à ces données. Donc, c'est vraiment l'enjeu global. On a essayé de positionner les différents systèmes pour répondre à aux différents cas d'usage. Et pour essayer d'avoir ensuite une cohérence, assurer la cohérence en l'intérieur de ces différentes bases, c'est-à-dire recevoir la donnée, la remettre à disposition sous la forme de web services, les synchroniser entre les différents systèmes, eh bien, on a mis en place et on a déployé des modules de traitement dont le principal, effectivement, utilise le logiciel Talend,
qui est à la base un logiciel qu'on appelle DTL, qui a été créé pour justement l'informatique décisionnelle et alimenter les data warehouse et les data mart. Alors, on a un peu perverti ce logiciel, même si ça rentre totalement dans le cadre aujourd'hui du positionnement de Talend, puisqu'on en a fait un outil d'intégration de données, c'est-à-dire à la fois un système qui va accueillir de la donnée, qui va la transformer, qui va la retransformer au sein du système, mais qui va aussi l'exposer sous la forme de web service ou stocker de la donnée brute en fonction des différents cas de figure. Et puis pour masquer tout ça, on va avoir une dernière couche qui va exposer l'ensemble de ces données sous la forme soit de web service, soit avec des mécanismes d'échange asynchrone qui vont permettre d'exposer à toutes les applications métiers de l'INA l'ensemble des données qui sont stockées à l'intérieur du système. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, les maîtrises d'œuvre de ces applications métiers maintenant n'ont plus besoin en fait de s'intéresser ou de s'occuper de la problématique excusez-moi, du stockage de la donnée, puisque c'est pris en charge par cette infrastructure centralisée. Et donc, ils peuvent complètement s'intéresser à leur métier, à savoir répondre aux besoins et aux usages des applications métiers, c'est-à-dire de leurs utilisateurs. Après, il a fallu reprendre toutes les données. Donc là, il a fallu faire un énorme travail. Alors, j'ai mis un exemple des problématiques qu'on avait autour de la reprise de données, parce que ce n'est pas simplement de la migration, il a fallu fusionner des données, il a fallu les nettoyer, les mettre en relation. Ça représente à peu près une vingtaine de bases de données, aussi bien sur la partie documentaire, matérielle, juridique maintenant, qu'il a fallu remettre en cohérence au sein d'une seule base et suivant un modèle conceptuel, et de repenser toutes ces données. Alors là, voilà, on a un exemple autour des données sur Maigret qui étaient aussi bien présentes du côté des archives que du côté du dépôt légal, mais avec des visions différentes, puisque le dépôt légal, lui, va documenter chacune des diffusions, alors que les archives vont documenter le programme lui-même. Du côté du dépôt légal, on va avoir des données, des émissions qui ne sont pas du tout du côté des archives, etc., etc. Il a fallu remettre en cohérence tout ça. Alors là, je vous montre le résultat ici de la remise en cohérence de toutes ces données, où on a fusionné les différentes données qui venaient d'un côté du dépôt légal, DL, et de l'autre des archives, DAV. Et vous voyez qu'à chaque fois, on a essayé de travailler sur la provenance et sur la traçabilité de la donnée. C'était quelque chose d'essentiel, de pouvoir avoir la vision précise d'où viennent les données et comment elles sont arrivées à l'intérieur du système, puisqu'on importe aussi beaucoup de données de l'extérieur. Je répondrai à la question tout à l'heure, Ghislaine. Là, j'ai un autre exemple où on a remis en cohérence tous les événements de diffusion à travers le temps par rapport à cette émission. On a aussi travaillé sur le déploiement d'outils de texte et data mining pour répondre aux cas d'usage métier. Donc évidemment, toutes les données qui sont générées par ces différents outils sont stockées à l'intérieur du lac, interrogeables à l'intérieur du lac, aussi bien de la transcription et de l'extraction d'entités nommées. On transcrit à peu près 70 heures aujourd'hui par jour de flux médiatiques. On a aussi des outils autour de l'analyse des visages, de l'analyse du son. En s'appuyant entre autres, enfin là pour l'analyse du son, en s'appuyant même totalement sur les travaux de David Doucan, qui est chercheur à l'INA, qui a travaillé autour d'un outil qui est maintenant open source, qui s'appelle INA Speech Segmenter, et qui permet de détecter les voix de femmes, les voix d'hommes, la musique et le bruit au sein du son audiovisuel et des médias audiovisuels. Et tous ces outils en fait nous permettent ensuite de pouvoir répondre à des cas d'usage métier. Alors j'en ai mis deux. Alors il y en a un qui est encore très prospectif et qui n'est pas du tout en production. Le deuxième est passé en production technique hier et va être intégré au sein des processus métiers dans les prochains mois. Le premier, c'est la segmentation automatique et l'analyse automatique des journaux télévisés. Ça, c'est une demande, une obligation légale de l'INA de découper et de documenter chaque jour
un JT par jour et par chaîne, un JT de référence, chaîne de télé, chaîne de radio. Alors là, c'est sur la télévision, où on voit que nos systèmes permettent de segmenter automatiquement chacun des sujets, pour chaque sujet de pouvoir disposer de l'OCR, de la transcription, de faire l'extraction d'identité nommée pour essayer d'aider à la documentation et de simplifier la documentation et éventuellement de pouvoir documenter aussi des émissions qu'on n'a pas le temps de documenter évidemment par rapport à nos ressources. Le deuxième exemple donc, est celui qui va être utilisé bientôt par nos professionnels, c'est de segmenter automatiquement les journées de programme de chaîne d'information continue, c'est-à-dire de reconstituer automatiquement la grille de programme pour savoir exactement à quel moment commence quelle émission, à quel moment on a des publicités, à quel moment on a des JT, à quel moment on a des plages météo. C'est ce que vous voyez, alors je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est ce que vous voyez ici sur ce schéma. Et les évaluations donnent à peu près entre 85 et 90% de succès sur les émissions à détecter. Donc, toutes ces données, il faut les mettre en cohérence avec les données traditionnelles. Quand on fait de l'extraction d'entités nommées, il faut remettre en cohérence entre les noms de personnes extraits, les noms de lieux extraits, avec le référentiel de personnes et de lieux. Et il faut que toutes ces données puissent être harmonieusement liées et remis en cohérence entre ces données automatiques qui sont produites en masse et les données plus traditionnelles. Pardon, en résumé, et ça sera un peu ma slide de conclusion pour qu'on puisse laisser le temps au débat et aux questions. En résumé, notre objectif, il est de pouvoir déployer une gouvernance de données au sein de l'INA. Et pourquoi? Parce qu'on a besoin de maîtriser nos données pour répondre aux usages actuels, aux usages futurs, avec un maximum de réactivité, et puis en garantissant une qualité, une disponibilité des données en fonction des besoins qu'on va avoir à chaque moment. Donc cette gouvernance de données, alors que j'ai représenté ici là, à différents niveaux, est essentielle, et c'est bien tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte, le lac n'étant que le cœur, c'est-à-dire le système de stockage, le système technique de l'ensemble de l'édifice, mais qui va travailler avec non seulement l'ensemble des professionnels, mais aussi avec d'autres mécanismes techniques pour assurer, vous voyez, les différents éléments de cette gouvernance. Donc, on a parlé de la cartographie, de la modélisation et des référentiels qui permettent d'assurer la mise en cohérence de toutes ces données, aussi bien traditionnelles aussi bien qu'on peut importer ou saisir, récupérer de l'extérieur ou saisir ou générer automatiquement, mais aussi de pouvoir assurer à travers nos systèmes l'ingestion de l'intégrité et du cycle de vie des différentes données et à travers les données évidemment de notre collection. Donc c'est bien cet objectif-là aujourd'hui qui est au cœur de nos problématiques. Voilà ce que je pouvais dire. J'ai essayé d'être le plus exhaustif et synthétique possible et pour laisser encore un peu de place aux questions. Merci à vous.